Habiter quelque part, c'est arpenter longuement. On arpente un territoire, les ruelles de sa commune, les 1000 facettes de nos relations, jour après jour. Mais pouvons-nous arpenter autrement, par d'autres voies? Par exemple, par l'histoire et l'imaginaire. C'est à quoi je vous invite dans les Vénages de Bois de la Pierre. Dans les Vénages de Bois de la Pierre est une série de podcasts proposés par la commune et réalisés par Gabriel Tamalet. Bonne écoute. Épisode 3 du presbytère au pugilat. Nous voici à présent dans les années 1830. À cette époque-là, un des grands projets qui animent la commune est celui de l'achat d'une maison curiale pour le prêtre de la paroisse. Mais le sous-préfet demande en préambule dans une lettre du 14 février. Avant de donner suite à cette proposition, je désire connaître si le cimetière de ladite commune est convenablement établi et dans la position prescrite par les instructions, s'il est clos par un mur et une haie vive, et s'il réunit enfin toutes les conditions qui importent à la salubrité publique et à la conservation de l'asile des morts. Le 10 mars suivant, le sous-préfet répond à ce dernier que le cimetière est correctement établi, comme le veut le décret du 23 prairial en 12 et réunit toutes les conditions qui importent à la salubrité publique. Ce faisant, il valide une demande de la commune où il est question de vendre une partie de ses terrains pour financer l'achat de la maison curiale, le presbytère. Le 7 novembre 1830, par une lettre du ministère de l'Intérieur, nous lisons ainsi. Louis-Philippe, roi des Français. Nous sommes alors sous la monarchie de Juillet, Charles X ayant abdiqué le 2 août 1830. À tous présents et à venir, salut. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'Intérieur, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit. La commune de Bois de la Pierre est autorisée à acquérir de M. Corbière, moyennant la somme de 2500 francs, une maison avec dépendance pour y établir le presbytère. Celle-ci existe toujours aujourd'hui et se trouve dans la rue de la Carrère. Afin d'aménager la maison du prêtre, la municipalité puise encore dans ses ressources pour financer d'importants travaux. Cependant, les relations avec M. Descamps, entrepreneur des travaux, sont des plus mauvaises. Le 29 août 1832, un rapport d'expertise réalisé à la demande de l'entrepreneur le démontre, où l'on voit M. Jallier, figure bien connue du Volvestre, alors maire de Bois de la Pierre, très soucieux de la bonne conduite du chantier. Voici l'extrait. Je vous cite le témoignage de l'expert. M. Jallier nous a fait observer que les joints des briques n'étaient pas garnis en dessous avec du plâtre. M. Jallier nous appose que les planchers ne sont pas de niveau. M. Jallier nous observe que le dit plafond n'est pas bien fini. Je lui observe à mon tour que pour avoir un plafond bien propre, il fallait y passer au moins 3 couches. La porte d'entrée non plus ne convient pas à l'autorité. Après avoir examiné ces 2 articles et avoir soumis nos observations à M. le maire, il nous répond que c'est tant pis pour l'entrepreneur. J'ai proposé à M. le maire que l'entrepreneur ferait un amendon de 313 francs lorsque M. le maire me dit « il faut qu'ils abandonnent tout ce qui lui est dû ». Et encore 300 francs qu'il faut qu'il nous rembourse, d'après la résolution dure de ce magistrat. Je me retire sans avoir pu les concilier. En juillet 1834, après que l'affaire fut portée au bon jugement de la préfecture, la commune, dont les caisses sont malheureusement bien vides pour une ville ambitieuse, se voit dans l'obligation de payer les sommes dues en 2 années pour honorer les travaux. 408,99 francs au 31 décembre de l'année 1834, puis 401 francs au budget de l'année suivante. Il faut ajouter à cela que, pour financer ces ouvrages, la commune, catholique pratiquante, s'était voté un impôt extraordinaire pour l'occasion. Les années passent. Dans l'affaire qui suit, après l'achat du presbytère, on assiste non pas au retour de Martin Guerre, mais à la guerre de l'abbé Martin, un vrai scénario à la Don Camillo. Voici qu'en 1847 survient un conflit violent entre le prêtre mandaté et la nouvelle municipalité. Le motif ? Le curé Martin est accusé d'avoir péché dans une sombre affaire de vol de briques destinée aux réparations du presbytère et d'avoir abattu pour son propre bien un amandier remarquable dont le bois était déjà alloué pour en faire du mobilier à destination de la municipalité ou de l'école. L'affaire, montée en épingle, fut portée en haut lieu puisque l'on retrouve une lettre de l'archevêque de Toulouse adressée au préfet
afin de défendre son célébrant. En retour, une lettre de justification de la mairie expliquant le différend fut écrite, et une enquête sur place fut commanditée par la préfecture, aboutissant à donner finalement raison à la municipalité. La lettre de l'abbé Martin, qui semble avoir été un personnage intense de la commune à cette époque, ne manque pas de saveur. Je viens vous dénoncer, monsieur le préfet, l'acte le plus illégal et le plus odieux qu'on puisse commettre, non seulement contre un ministre de notre sainte religion, mais contre tout honnête homme vivant dans une société civilisée et surtout éminemment chrétienne. Voici les faits dans toute sa vérité. Dans le jardin dont je jouis depuis environ 10 ans, se trouvait un amandier mort depuis quelques années. En ma qualité d'usufruitier, je pouvais le couper et le remplacer par un autre. Cependant, il y a environ 2 ans, j'ai demandé à monsieur Jallier, alors maire, l'autorisation d'abattre le dit amandier. Le fonctionnaire m'a autorisé par déclaration écrite, dont copie est jointe. De la construction du clocher de l'église, qui avait été fait aux seuls frais de monsieur Jallier, il resta une certaine quantité de briques qu'on adossa au mur de l'église. Plus tard, une douzaine de briques me furent nécessaires pour quelques réparations à la maison presbytériale. J'en fis la demande à monsieur Jallier, qui voulut bien m'accorder toutes celles dont j'aurais besoin en m'autorisant par déclaration écrite, dont est jointe. Dans la cour du presbytère existe une rigole qui prend les eaux de la rue pour les conduire dans un vivier, servitude que le propriétaire réserva en vendant la maison. Un pont en bois qui existait sur cette rigole pour communiquer à la bûchère et autres décharges s'étant écroulé pendant l'été, je le rétablis par 5 briques entières et quelques moitiés qui se trouvaient dans la maison depuis l'autorisation qui m'avait été faite de les prendre. J'étais donc fort tranquille sur la possession de ces objets qui, du reste, n'avaient été employés que pour l'utilité du presbytère dont je n'ai que la jouissance. Malheureusement, nous semblons vivre dans un temps où tant de personnes n'aspirent aux places que pour persécuter le clergé. On peut nous faire du mal, mais jamais nous décourager ni intimider. Enfin, le 14 août dernier, vers les 4 ou 5 heures de l'après-midi, M. Pessy, maire actuel, Dufaux, adjoint, Baudonnet, membre du conseil municipal, suivi de 3 records pour donner plus de retentissement et de scandale à leur inqualifiable opération, se présentent chez moi pour y faire des recherches. Tous les 3, aussi acharnés les uns que les autres, fouillent toute ma maison, mesurent toutes les briques, finissent par s'emparer de l'amandier que j'avais voulu faire scier et utiliser les planches pour un plancher à la sacristie. L'arbre fut gelé et impropre à ce service. Les ouvriers affirmeront le faire. Je le fis déposer à la bûchère. Tous les 3 encore, comme des furieux, ordonnent la démolition du petit pont, et malgré toutes mes protestations, amandiers et briques furent transportés à la maison commune devant tout un public désireux de connaître les résultats d'une scène aussi scandaleuse. En quittant ma maison, ces messieurs me signifièrent qu'ils allaient dresser procès-verbal sur le vol que j'avais commis pour me traduire devant les tribunaux. Le lendemain matin, jour de dimanche et fête de la Sainte Vierge, ces mêmes 3 autorités réunies me donnèrent avis de me rendre auprès d'eux. Là, ils me mirent le marché en main. Déposez votre démission, alors il ne vous sera rien fait, sinon il va être donné suite au procès-verbal que nous dressons. Ajoutez à ces menaces un débordement d'injures les plus grossières, telles que peuvent les dire les hommes sans éducation, sans respecter ni mon caractère ni mon âge. Ainsi, mon domicile violé en plein jour, sans motif aucun, des objets sur lesquels on savait bien n'avoir aucun droit, que personne ne pouvait réclamer et qui se trouvaient depuis plus de 2 ans dans le presbytère au vu et su de tout le monde, emportés devant un public dans la maison commune, me forcer à donner ma démission, sont des motifs assez puissants, monsieur le préfet, pour rappeler toute la sévérité des lois contre 3 fonctionnaires qui ont abusé de leurs fonctions d'une façon aussi injurieuse et aussi illégale. Ils ont commencé de faire de moi un voleur. Bientôt, je serai un assassin et ma tête ira rouler sur l'échafaud. L'impunité donne du courage aux méchants. Oh, combien de regrets n'allez-vous pas éprouver, monsieur le préfet, d'avoir placé de pareils fonctionnaires à la tête d'une commune qui avait toujours joui d'une tranquillité et qui avait toujours eu pour ses pasteurs le plus grand respect. Si, contre mon attente, monsieur le préfet, vous ne me rendez pas justice qui m'est due, il faudra désespérer de la moralité du siècle. J'ai l'honneur d'être, monsieur le préfet, votre très humble et très obéissant serviteur, Martin, curé, au Bois de la Pierre, le 10 septembre 1847. À partir de cet instant, l'affaire s'envenime. En parallèle, le 13 septembre 1847, l'archevêché, à qui le curé Martin a écrit, se met en branle à son tour et écrit une lettre au préfet où chacun prêche pour sa paroisse. Si les faits imputés aux magistrats du Bois de la Pierre sont certains,
Comme j'ai tout lieu de le croire, sa conduite a été bien violente. Elle me paraît bien blâmable et digne d'une juste répression. Monsieur le desservant était disposé à la déférer aux tribunaux. Je l'ai détourné de son projet et je lui ai fait espérer qu'en s'adressant à votre autorité, il obtiendrait sans éclat et plus facilement la justice qu'il demande. Souligné, c'est avec confiance que je place sa cause entre vos mains. C'est la cause d'un pasteur vénérable par ses vertus, par son grand âge, par ses longs services et par la modération de son caractère, comme on l'a vu dans sa lettre. C'est la cause d'un prêtre dont on a voulu injustement humilier et flétrir la vieillesse. C'est à mes yeux la cause de la justice. Aussi, je la recommande à votre protection. Fin de la partie soulignée. J'espère qu'elle triomphera et qu'elle sera suivie d'une convenable réparation. Le 10 octobre 1847, l'adjoint Dufaux et le maire d'alors, Pessy, se justifient dans une longue lettre auprès du préfet. Cette lettre, difficilement lisible, reprend dans sa globalité les éléments déjà cités. La transcription est consultable dans les écrits de l'émission. Au passage, on remarquera l'écart gigantesque qui existait entre la graphie soignée, précise, très lisible des ecclésiastiques et celle rugueuse, parcellaire, comprenant souvent des fautes d'orthographe, des élus du peuple. La palme revenant aux lettres écrites par les préfets successifs qui, sans doute faute de temps, ne s'appliquent pas dans leur graphie, révélant au passage combien ceux-ci étaient finalement au sommet de la chaîne alimentaire, en quelque sorte, laissant aux autres le soin de déchiffrer leurs pensées jetées sur le papier. Mais attention, le 19 octobre 1847, le sous-préfet, après examen du rapport du juge de paix, donne finalement raison à la municipalité. Voici la lettre du sous-préfet. Le 17 septembre dernier, vous m'avez fait l'honneur de me communiquer, avec une lettre de Monseigneur l'archevêque, une plainte de Monsieur le desservant de Bois-de-la-Pierre contre les maires et adjoints de cette commune qui aurait fait enlever des briques employées par cet ecclésiastique à une réparation utile au presbytère et un amandier autrefois planté dans le jardin du même presbytère. Le plaignant fait observer que cet amandier qui était mort avait été coupé par lui pour être brûlé, et ceci sur l'autorisation de l'ancien maire qui avait également autorisé l'emploi à l'usage indiqué des briques saisies par l'autorité municipale comme faisant partie des matériaux relatifs à la reconstruction du clocher de l'église. D'après le rapport 6 juin de Monsieur le juge de paix du canton, les briques et l'amandier en question auraient été indûment réservés à son usage par Monsieur le desservant et il y aurait lieu même de suspecter la véracité de la prétendue autorisation de l'ancien maire relative à l'emploi de ces objets. S'il en est ainsi, les torts dans cette affaire seraient loin d'être du côté de Monsieur le maire et de son adjoint. Il semble qu'il suffisait à Monsieur le desservant de se prévaloir de cette ancienne autorisation pour arrêter dans leur démarche les deux fonctionnaires inculpés qui n'auraient pas insisté en présence d'un pareil document. Il est possible d'ailleurs que Monsieur le maire et son adjoint aient mis un peu trop de rigueur dans l'accomplissement de ce qu'ils étaient en droit de regarder comme un devoir. Mais il m'est possible de faire observer avec Monsieur le juge de paix que cette rigueur a peut-être été provoquée par les reproches de conduite qu'aurait à se faire Monsieur le desservant du Bois-de-la-Pierre et qui lui aurait fait perdre l'estime et l'affection de ses paroissiens. Veuillez agréer, Monsieur le préfet, l'assurance de mes sentiments respectueux. Signé, le sous-préfet. Enfin, 3 mois plus tard, le 12 janvier 1848, l'adjoint Dufaux et le maire de Bois-de-la-Pierre, nommé Pessy, écrivent au préfet. En répondant à la plainte de monsieur le curé du Bois-de-la-Pierre que vous avez bien voulu nous communiquer, nous éviterons la violence des expressions dont on s'est servi à notre égard, et nous l'évitons avec cette sage retenue qui convient à une bonne cause. L'arbre que monsieur le curé a détourné avait été affecté par le conseil de fabrique à la construction d'un plancher à la sacristie de notre église, suivant le dessein manifesté par Monseigneur dans la dernière visite pastorale. Ce n'est que beaucoup plus tard que monsieur le curé a exhibé cette autorisation. Mais nous avons de bonnes raisons de croire que cette autorisation a été donnée après coup, comme sembleraient le prouver les paroles de monsieur Jallier, qui, dans le mois d'août dernier, au conseil municipal, représenta la conduite de monsieur le curé comme fort blâmable et engagea monsieur le maire à lui faire de vifs reproches à cet égard. Quant aux briques, elles étaient exposées sur la voie publique et descendaient tous les jours de nombre. Plusieurs habitants se plaignirent de la soustraction. La plupart de ces briques furent trouvées chez monsieur le curé qui les avait détournées pour son usage particulier. Monsieur Jallier n'avait pas donné l'autorisation dont se prévaut monsieur le curé. Aujourd'hui, ses paroles au conseil municipal dans la session d'août en font foi. Mais il est vrai que monsieur Jallier,
a fait construire le clocher à ses frais et que les tuiles qui n'avaient pas été employées lui appartinssent et qu'il peut en disposer. Le voleur découvert, M. Jallier lui fit passer un acte par lequel le coupable se reconnaissait débiteur envers lui, d'une somme de 300 francs. M. Jallier fit don à la fabrique de cette somme qu'il affecta à la reconstruction du clocher. Nous vous supplions de vouloir faire une enquête sur les lieux. Alors la vérité apparaîtra à tous les yeux. En attendant, nous nous en rapportons aux déclarations que nous avons faites à monsieur le juge de paix du canton de Carbonne, alors que nous avons été appelés devant le magistrat d'après l'instruction de monsieur le sous-préfet. L'affaire, qui était montée en haut lieu, finalement se tasse, et notre vivace abbé Martin reste dans ses murs, comme on le verra par la suite. Quelques conclusions restent à tirer cependant. Que s'est-il passé pour qu'un prêtre en charge d'une paroisse s'attire ainsi l'ire de ses ouailles? Et quel écart entre la peinture du personnage faite par l'archevêché et le récit fait par la mairie? Entre la version du prêtre et la version de l'équipe municipale? On y voit encore un exemple des deux pouvoirs qui s'exerçaient en ce temps. On retient la figure de bienfaiteur de Bois de la Pierre laissée par Jallier pour le financement du clocher. Lui qui a eu la largesse de laisser à la mairie suivante les 300 francs que le voleur était dans l'impossibilité de lui rembourser. Mais, telle la cité de Babel qui s'effondra d'audace et de discorde, la commune, en cette moitié du 19e siècle, n'était pas prête au divin défi qui allait bientôt l'attendre. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode sur l'Église intitulé « De l'exaucement à l'écroulement ». C'était « Dans les vénages de Bois de la Pierre », une série de podcasts commandés par la commune et réalisée par Gabriel Tamalet. À bientôt.